porte s'ouvre sur le vide. Je le sais avant de franchir le seuil. C'est la première fois que je mets les pieds dans chez mon frère en son absence. J'hésite sur le pas de porte. Attends indéfiniment qu'une voix me dise de l'intérieur d'entrer, de faire comme chez moi. J'en ai pour 2 secondes, j'arrive, sers-toi un café, tu connais la maison, le sucre se trouve sur l'étagère. Il sait pourtant que je prends pas de sucre. Mais il le répète comme chaque fois. C'est vrai que tu ne prends pas de sucre. J'ai laissé un article pour toi sur la table. Une voix. Sa voix. Sa voix profonde pour me dire n'importe quoi, mais une voix. Pas ce silence définitif. Cette fois, c'est son absence. Mon frère Jacques est mort. La nouvelle m'est arrivée hier matin. Il y avait un flic derrière la porte. Bonjour monsieur, vous êtes bien Vincent Chaumier? Oui. Vous êtes le frère de Jacques Chaumier, photographe? L'homme doit avoir 25 ans. Je sens tout de suite que quelque chose ne va pas. Je le fais entrer, juste pour gagner du temps. Imaginez quelques minutes encore, que rien n'a changé, que j'ai oublié de me réveiller, que cet homme, mon par-dessus noir, trop grand pour lui, va disparaître de ma vue, en s'excusant déjà de voir sonner à la mauvaise adresse. En changeant de métier parce qu'il n'avait pas choisi d'annoncer des catastrophes à des gens pas encore bien réveillés. Il n'est pas très à l'aise et je ne fais rien pour lui faciliter la tâche. Je ne pose pas de questions, j'attends qu'il se jette à l'eau, plonge dans le réel, me verse sa marmite d'huile bouillante sur la tronche et le monde se renverse par cul dessus tête en un instant. Comment dire, c'est la première fois que je fais ça. Je dois malheureusement vous annoncer que votre frère est décédé dans un accident de voiture. Il a percuté un camion sur une route des Cévennes. C'était le 25 octobre dernier. Nous n'avons reçu l'information qu'hier soir, monsieur Chaumier. Le temps de nous renseigner, de savoir que vous étiez sa seule famille ici. Nous attendons encore le rapport d'enquête finale. Cela dit, il n'y a pas de doute pour la gendarmerie française. Il s'agit d'un accident. J'entre dans le vide. La pièce unique qui constitue son appartement fait résonner mes pas. Une pièce gigantesque. En face de moi, la baie vitrée occupe toute la façade sud. Au-delà, la vallée plonge donc jusqu'au lac. Les montagnes en face, loin devant. Jacques avait imaginé cette maison comme un inaigle, perché sur un éperon rocheux, surplombant le vide. L'espace intérieur est démesuré. Une seule pièce, immense, avec quelques plateaux suspendus. C'est léger qu'il donne l'illusion de flotter dans l'air, reliés entre eux par des escaliers d'une extrême finesse, si fins que les structures semblent aussi aériennes que le reste. Je pose le regard à la ronde. Je tente de découvrir un signe que mon frère, mon grand frère, aurait pu laisser avant son dernier voyage, avant ce départ définitif. Je n'avais rien reçu chez moi. S'il avait laissé un message, c'est ici qu'il se trouverait. Intuitivement, je pensais que sa mort n'était pas un accident. Derrière la grande table de travail, j'aperçois une série de dessins de grand format. Je m'approche. Le trait est lourd, presque rageur. Une silhouette noire, longiligne, les cheveux courts, c'est l'image d'une femme. L'esquisse, c'est son visage. Soit parce que le regard est détourné, soit parce que les traits ne sont pas encore dessinés. Tout le reste du corps est tracé avec précision, les mains surtout, d'une finesse infinie et la courbe de la nuque. Le visage est absent. La silhouette donne l'impression de danser en marchant. Je feuillette la série d'esquisses, tout au fusain ou à la mine de plomb. Seule la dernière est différente. La même forme, la même femme au corps élancé. Là, elle porte un manteau rouge.
Les coups commencèrent après le coucher. Elle avait entendu la mère entrer dans la chambre. Une rumeur montait. Des paroles éparses traversaient les parois. Il était question de monstre. Le mot revenait souvent, toujours plus haut, toujours plus aigu. Une injure, une autre. La voix, plus grave, c'était lui. L'injonction a fermé sa grande gueule. Juste avant, un leçon sourd, un cri de douleur. Le bruit étouffait encore, l'hystérie passe à la folie, au chambard de champ de bataille, au tumulte de tous les diables. Cette tempête que tout le monde devait entendre à la ronde, mais à laquelle personne, jamais, ne prêtait attention. Agatha s'empare de son coussin, le place au-dessus d'elle, sur la tête, autour des oreilles. Elle le voudrait plus grand encore, pour l'éloigner des rumeurs du monde, et comme elle n'y parvient pas, elle plante ses dents dans la chair de la main. À l'instant où le film de la journée défile dans sa tête, ponctué par les cris encore redoublés de la mère, la douleur qu'elle s'inflige, les canines entamant la chair des paumes pour oublier le reste, un jour, elle le tuera. Car elle connaît le scénario des nuits. Elle ne sait ni quand ni comment, mais leurs actes semblent réglés comme du papier à musique. Le vacarme s'apaise, la violence se transforme, la mère dit non d'abord, un nom hurlé comme désespéré, un nom de noyé à l'instant de l'étouffement, un refus de mort certaine, et des larmes encore se superposent à la cacophonie cruelle, bientôt atténuée comme un son bâillonné, avant les grincements furieux, saccadés, les halètements rauques et les sueurs de corps, les froissements, les déchirures, l'épiderme écartelé, les intérieurs pénétrés sans plaisir aucun, juste un corps prenant possession d'un autre, la tête emprisonnée dans son impuissance, jusqu'à l'explosion jouissante et le silence pesant qui suit. J'ai touché sa bouche. La mienne ne sera plus jamais la même après cette empreinte. C'était hier soir en été, et la marque me brûle encore comme un fer incandescent. Elle penche la tête, mes lèvres se rapprochent. Il y a des lumières au loin, le reflet sur le lac, la ville en murmure. Tout cela en perspective derrière la courbe du menton. Un vent léger. La focale de ma caméra intime élargie pour tout saisir, pour tout capter. La distance, vertigineuse encore, de plus en plus infime. Sa lèvre inférieure se détache. Et clôt délicatement. Elle ferme les paupières, attentive toutefois au moindre déplacement des sens. Elle donne le rythme. C'est elle qui dicte l'approche, sans mot dire. Les mots n'ont plus leur place. Je perçois son souffle maintenant, l'haleine et l'odeur. Cet instant de la perception où tout pourrait s'arrêter, se briser net si le nez refuse, mais il se tait le nez. Il hume, se fond, s'immerge, puis mes lèvres effleurent, se retirent, se rétractent à l'instant précis de la rencontre avec sa supérieure à elle. Attend une invite à poursuivre. Alors, le souffle s'interrompt. La ville se tait derrière, jusqu'à ce qu'elle imprime ce mouvement à l'ourlet et vienne placer, emboîtée justement, la fine courbe à l'oreille de ma bouche. Je ne vais pas plus loin. J'aimerais que cet instant s'arrête, que la ville elle-même s'achève à cette seconde. Mes deux lèvres parcourent la surface humide de la sienne, en serrant la chair sensible, suçant timidement d'abord, avant la morsure, la langue impatiente interdite de séjour sur ce territoire délicat.
Ni l'un ni l'autre n'a interrompu ce premier baiser avant un temps incommensurable, ni n'a cherché à franchir l'autre frontière de nos intimités. Ce moment-là révélait tout, et nous l'avons su immédiatement. Une fulgurance. Aucune parole n'a d'ailleurs été nécessaire après, longtemps après, lorsque la nuit a englouti toute chose alentour, nous laissant seuls avec la sensation d'avoir touché l'univers. Dans la marge du cahier, je lis une note. Une note que Jacques a dû rajouter après coup. L'écriture est moins déliée, plus sauvage que celle du récit. Aujourd'hui encore, ce baiser-là m'apparaît comme l'initiation et l'ensorcellement. Le moment de bascule, la première seconde du reste de ma vie. J'hésite d'ailleurs à poursuivre ma lecture. J'ai l'impression d'être un voleur d'intime, un voleur de terres inconnues et réservées à leurs seuls habitants. C'est pourtant entre ces lignes, au fil des pages de ce journal, que je parviendrai à comprendre comment un homme comme Jacques a pu passer de son amour à sa mort. Est-il nécessaire pour autant de soulever chaque trace d'écriture, chaque aveu amoureux, de débusquer le secret à la recherche du point de rupture, d'exposer la jouissance pour saisir l'instant de la douleur, cette douleur dont il n'est pas revenu? Mon esprit se catapulte en lui-même. Mon frère n'a pas vécu une simple aventure amoureuse, une histoire où la rupture est inscrite dans les prémices, où l'on accepte même la possibilité de la fin à l'instant du croisement. Ce qu'il dit dans ses premières pages, ce qu'il dit de la rencontre, de la quête de la dame au manteau rouge, des premiers rendez-vous jusqu'à se baiser échangé sur une terrasse d'été, est infiniment plus qu'une rencontre. Cela ressemble à un télescopage, une mise à mort. Il est tard maintenant. Tout le monde dort enfin. Agatha sort de sa cachette. Sa légèreté naturelle ne lui demande pas beaucoup d'efforts pour marcher en silence. Elle se rend à la cuisine, ouvre le grand tiroir de la commode, en sort une lame plus longue que son propre bras, la tient d'une seule main, se retourne ainsi armée, traverse le couloir à nouveau, entre dans la chambre de ses parents.
deux corps en chien de fusil. Le ronflement de l'un, le sifflement de l'autre, l'odeur de cendre froide. Elle mesure chacun de ses gestes, s'approche du lit, choisit le côté du père à droite. Il est tourné en direction de la fenêtre. Elle le distingue malgré le noir, exercé par tant de veille à attendre, à explorer la nuit. Il faudrait qu'il se retourne d'un quart de tour afin qu'elle puisse atteindre aisément sa cible. Elle attend, se tapit dans la nuit, arrête de respirer un moment, ferme les yeux de toutes ses forces, lui ordonne de bouger, et il le fait. Avec un ronflement sonore, il le fait lentement, bascule sur le dos, place maintenant sa façade devant, comme elle le souhaitait. Avec une extrême lenteur. Agatha soulève le drap, le glisse vers le bas, découvre petit à petit l'épaule, le torse, le ventre, la hanche, la cuisse et le sexe. Il est là. Morceau de viande flasque, plus sinistre encore que dans son imagination. À quoi s'était-elle attendue? Un truc dressé dans la nuit, suffisamment présent pour qu'elle puisse en distinguer la forme et les composants, à l'image des schémas des cours d'éducation sexuelle où l'anatomie, à défaut de poésie, a au moins le mérite d'être claire, accessible, distincte, pas comme ce machin flasque et difforme. Elle enlâche presque son couteau, respire un grand coup, perçoit même l'odeur âcre du pénis en sommeil. Elle se retourne et quitte la chambre. Elle se dit qu'il n'est pas facile de couper des couilles. Je m'interroge sur cette frontière ténue entre l'amour éprouvé, vécu, jusqu'à l'extrême, et la vulgarité de l'acte. Jamais encore auparavant ce sentiment ne m'avait atteint. Avec elle, rien ne semble impossible. De la parole au geste, du fantasme à sa réalisation, c'est la parole elle-même qui d'abord convient et contient tous ces possibles. Au commencement était le verbe, ce verbe magique qui ouvre ou clôt les portes. Sans cette liberté de parole entre nous, il n'y a rien. Or, dès les premiers jours, nous avons pris nos mots à bras-le-corps, les insinuant dans chacun de nos actes. Ton cul, ta bouche, mon cul, ta queue, ma peau, tes seins, j'aime, je déteste, je désire, dans toutes les langues du monde. Prends-moi dans ta bouche, enfouis ton visage à l'intérieur de mon sexe, respire-moi, empale mon cul, bourre, sors tes couilles, suce mon visage, lèche-le, je mouille, j'adore ta queue, prends-moi, plus fort encore, je veux ta langue entièrement jusqu'au fond de moi. Ces paroles m'exposent pas uniquement lors des chevauchements, mais à tout instant. L'amour est pour elle cette terre de liberté absolue sur laquelle tout se prononce, aussi trivial soit-il. À l'instant de la vague, rien d'ailleurs n'est vulgaire. Peau contre peau, vulve contre queue, ce va-et-vient à l'écume déposée, aussi ridicule puisse-t-il être de nos extérieurs, aussi tragiquement animal, bêtement sordide, ridiculement fruste lorsqu'il est montré, exposé, pornographié, n'a rien d'extraordinaire lorsqu'il se joue dans l'intimité amoureuse. La clé est là, je crois, dans l'intimité de deux êtres, dans leur désir écorché, dans ce secret échangé sans que nul autre n'en soit témoin. L'écrire ici, c'est le trahir, le mettre en danger, risquer la lecture et le dégoût. Te souffler je t'aime avec un doigt dans le cul,
c'est aimer vraiment. L'exhiber le salit. Je sens mon paradoxe de lecteur. Jacques a écrit cela. Il ne songeait sans doute pas à moi, ni à quelque lecteur que ce soit en couchant ses mots sur le papier, en baisant le verbe. Je suis néanmoins complice de la trahison par ma simple lecture. Curieux dilemme que celui de choisir l'ignorance ou de salir une mémoire secrète en levant le voile sur elle. Les pages suivantes reviennent à plusieurs reprises sur les actes de leur passion amoureuse. Je passe, m'arrête sur un rêve encogre, avec le sentiment d'entr'ouvrir une porte dérobée. Dimanche 9 décembre. Je me suis éveillé en sueur. En consultant ma montre, je me suis aperçu que la nuit était encore en son mi-temps. 3h15. L'heure de la colère. Pour les Chinois, la transition entre le foie et les poumons. Une énergie ne passe pas. Mais c'est le rêve que je viens de faire qui me surprend. Je l'écris comme il me revient à l'instant. Anna marche devant moi. Le sol bouge et se transforme à chaque pas. Dans le rêve, je ne parviens pas à en connaître la matière, tantôt pierre, tantôt bois, tantôt fluide. Dans le mouvement meuble du sol, c'est le fluide qui domine. J'ai l'impression qu'Anna marche sur l'eau. La mer prépare ses tempêtes. Mais l'espace a des murs. Les pièces sont gigantesques, monumentales, et une lumière de cathédrale donne la tonalité à l'ensemble. Sur les parois, des tableaux apparaissent, de grands tableaux. Ils bougent eux aussi, volent avant de se poser, de se figer. Je m'approche de l'un d'eux, sur la gauche. Anna me précède de quelques mètres et ne me regarde pas. De loin, une scène nocturne éclairée de l'intérieur. Je reconnais immédiatement les exécutions de la colline Principe Pio, un tableau de Francisco de Goya. C'est le 3 mai 1808 à Madrid. Les troupes napoléoniennes occupent la place et la capitale espagnole, et les patriotes sont passés à part les armes. Comme seuls les rêves savent inventer leurs histoires, Anna entre dans le tableau. Elle passe derrière les soldats français, je la suis. Une sourde chaleur m'envahit, le printemps madrilène au temps de la guerre. Les personnages de la scène sont curieusement immobiles, figés dans la position que le peintre a choisie. Mon regard pivote en direction du principal supplicié, l'homme en blanc avec les pantalons jaunes. Il lève les bras au ciel, exposant sa poitrine aux balles des soldats, l'amour en face plutôt que la soumission. Je sursaute, car l'homme a mon visage. Anna a disparu, et je m'éveille les larmes aux yeux. Dans l'air, l'odeur de la poudre du canon. La lumière du jour pénètre maintenant tout l'espace de la maison. La baie vitrée attire le regard. Les premières notes de la symphonie numéro 2 de Mahler. Elle occupe la pièce. La tension des cordes et les premières mesures jusqu'à l'entrée des souffles. Tout cela me déchire l'âme. La musique exprime une résurrection. Or, je viens de suivre la crucifixion. Lundi 25 octobre. Je relis le message. Je tente de le faire alors que mes yeux s'embrument, se perdent, abandonnent. J'aime ailleurs, je suis parti et je ne reviendrai pas. 3 verbes, c'est elle qui écrit. Anna,
Anna, Anna, ne pars pas, pas ainsi. Quitte-moi, oui, c'est ton droit, ta vie, mais pas ainsi. Pas de manière aussi quelconque, de lignes sur ma messagerie. Parle-moi, dis-moi dans les yeux, va jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je ne te retiendrai pas. Tranche si tu le veux, brise le lien, mais avec dignité. Parce que nous sommes humains, capables du pire et du meilleur, que nous pouvons nous égarer, nous tromper, trébucher, nous relever, nous tenir par la main, la lâcher ensuite, sentir longtemps l'empreinte de l'autre dans sa paume, oublier enfin la douceur comme la douleur. Les écorchures, les déchirures, les poings serrés, la peau tendue, les humiliations, les déceptions, jusqu'aux caresses, le temps dans les voiles, les souffles de nos jouissances, l'insupportable désir, le contraire, la supportable distance. Le pardon que nous nous adressons, ce n'est pas ta faute ni la mienne, ce sont nos blessures intimes, nos cicatrices qui se sont frottées l'une à l'autre, sans nous laisser de répit. Ce sont nos ombres entrechoquées, heurtées mille fois. Va et sois heureuse. Vis ton bonheur, aime encore, porte-toi bien, je vais faire de même. En lieu et place, 3 verbes, 2 présents, un futur, un temps qui tue le mien.